Au cours des millénaires, les conditions climatiques avaient joué un grand rôle dans l'évolution de la vie. Elles s'étaient mieux développées dans les régions privilégiées comme l'Asie, le Proche-Orient, et il n'est pas étonnant que ce soit dans ces régions que la civilisation ait fait son apparition. L'homme de la préhistoire avait commencé à y polir la pierre qu'autrefois il se contentait de tailler, et peu à peu, il s'était rendu compte que les plantes qui poussaient à la bonne saison provenaient des graines que les plantes de l'année précédente avaient laissées tomber sur le sol. Peut-être que si nous les plantions nous-mêmes, ces graines, les plantes pousseraient à l'endroit que nous avons choisi. Et ça nous permettrait de les mettre dans les coins où la terre est beaucoup plus fertile. Par exemple, ceux où le Nil abandonne son limon lorsqu'il se retire après avoir inondé le sol. C'était un des grands tournants de la civilisation, et même le début de la civilisation. Car ayant planté le blé, il fallait attendre qu'il pousse. Et lorsqu'on l'avait récolté, il n'était plus question de s'éloigner des endroits où on l'avait engrangé. Mais alors on ne pourra plus courir, chasser. Je suis pas d'accord. Pourtant, il faudra bien rester à l'endroit où se trouvent les cultures. Et toute une partie de la population, cessant de courir après les bêtes, entreprit de se fixer aux endroits où l'on cultivait le blé, aux endroits où on le stockait, aux endroits aussi où les tribus restées nomades prirent l'habitude de se rendre pour se ravitailler et qui devinrent de petites agglomérations. Maintenant que nous restons toujours au même endroit et que nous n'avons plus besoin d'emmener les tentes avec nous, nous pourrions peut-être essayer de construire des habitations plus solides. Oh, avec de la terre sèche, par exemple. Il a raison, elle est solide quand elle est sèche. Si quand elle est mouillée, on y mélangeait de la paille, elle serait encore plus solide. Nous allons en faire de gros cubes. Et lorsque le soleil les aura séchés, il sera facile de les mettre les uns sur les autres pour en faire des murs. C'était le début des maisons. Et comme elles se groupaient, l'idée s'imposa très vite d'élever autour d'elles des murs d'enceinte pour les protéger des dangers que faisaient courir à la collectivité les tribus nomades, qui ne pouvaient qu'être tentées par les richesses accumulées. C'est bien beau tout ça, mais qui va le construire ce mur, hein? Bien parlé, chef. Vous vous rendez compte de tout ce travail? Il sera élevé dans l'intérêt de tous. Il serait donc normal que nous nous y mettions tous. Et si nous nous y mettons tous, il sera possible de faire ce qu'à 2 ou 3 nous ne pourrions pas faire. Les hommes qui commençaient à vivre ensemble avaient découvert le travail collectif, et s'étant rendus compte que grâce à lui, bien des choses étaient possibles, ils s'habituèrent à mettre en commun leurs intérêts pour l'intérêt de tous. Nous avons l'habitude de creuser chacun un conduit pour amener l'eau du fleuve jusqu'à la terre que nous cultivons. Si nous faisions communiquer ces conduits entre eux, ça nous permettrait d'arroser beaucoup plus de terre. C'est ça, travailler pour les autres. Et quoi encore? Pourtant, il a raison. C'est notre intérêt à tous. Et ce fut le début de grands travaux d'irrigation qui rendirent les terres beaucoup plus fertiles. Mais la vie collective n'offrait pas que l'avantage de pouvoir entreprendre de grands travaux. Si l'un avait une idée, elle permettait aussi à l'autre de la reprendre et de la développer. Ça alors, c'est bizarre. Regardez cette pierre que j'ai trouvée là-bas près de la colline. Je m'en suis servi pour construire un foyer. Et lorsque le feu est devenu très fort, elle s'est mise à fondre. Bien fait. C'est ça qui a coulé? Ouais. C'est plus dur que de la pierre. Oh, regardez. On dirait... Ah, on dirait... Les hommes n'avaient pas encore de nom pour désigner cette matière, mais ils n'allaient pas tarder à l'appeler le fer. Et tu dis qu'avec la chaleur, elle était devenue liquide? Ouais, exactement. Mais alors dites-moi, si lorsqu'elle est liquide, on la faisait couler dans un moule en terre qui aurait par exemple la forme d'une pointe de lance, en refroidissant, elle garderait la forme et on pourrait s'en servir à la place des pointes de silex qui cassent trop souvent. On pourrait d'ailleurs en faire beaucoup de choses de cette matière qui fondait lorsqu'elle chauffait. Et les hommes prirent très vite l'habitude de s'en servir pour fabriquer toutes sortes d'objets qu'on affûtait pour les rendre plus tranchants et qu'on martelait lorsqu'ils étaient encore chauds pour en affiner la forme. Le travail le plus pénible était de transporter le minerai de l'endroit où on l'extrayait jusqu'au grand fourneau où on le traitait. C'est peut-être pour y aider que nos ancêtres découvrirent la roue.
mais il est vraisemblable que cette découverte se fit par étapes. C'est bien beau tout ça, mais comment vous allez faire maintenant pour le transporter? Les hommes, ce jour-là, avaient taillé un énorme bloc de pierre qu'ils comptaient utiliser comme assise pour leur mur d'enceinte. Il faut le tirer jusque là-bas. Oh, il est trop lourd, nous n'y arriverons jamais. Non, on n'y arrivera jamais. Si on plaçait dessous des troncs d'arbres bien ronds, ils rouleraient quand on les pousserait et ça permettrait au bloc d'avancer en même temps qu'eux. Allez, poussez, poussez. Poussez, poussez. Et vous, prenez les troncs qui sont derrière et placez-les devant pour que ça continue à rouler. C'était ça l'embêtant. Il fallait s'arrêter à tout moment pour replacer les troncs d'arbres. L'idéal, ce serait qu'on puisse les fixer sur le chargement sans les empêcher de tourner. Ils resteraient toujours au même endroit et on n'aurait plus besoin de les déplacer à mesure qu'on avance. Attendez, j'ai une idée. L'idée, c'était de tailler 2 plateaux de bois de même grandeur dans un tronc d'arbre, de les relier entre eux par une pièce de bois bien droite et plus mince qui servirait de moyeu, et de fixer le tout sous la charge à transporter à l'aide de pattes qui laisseraient l'ensemble tourner librement. Qu'est-ce que tu crois que ça va donner? On verra. Allez, poussez, poussez. Il est douteux que les premiers essais aient été concluants. Mais la roue était tout de même inventée. Il ne restait plus qu'à la perfectionner et elle allait jusqu'à aujourd'hui, et probablement encore pour longtemps, compter parmi les découvertes les plus importantes de l'homme. Elle allait servir pour les brouettes, pour les charrettes, pour les automobiles, les bicyclettes, les trains, et offrir à l'homme la possibilité de parcourir tous les chemins du monde sans avoir à récupérer les troncs d'arbres derrière pour les placer devant. Vivant en collectivité, et donc en société, les hommes améliorèrent très vite leurs conditions d'existence, ne cessant de perfectionner ce que l'un d'entre eux avait découvert. Ils se vêtirent de vêtements tissés avec la laine des moutons, ce qui était tout de même plus élégant que les peaux de bêtes utilisées jusque-là. Et comme s'habillant mieux, ils ne tardèrent pas à devenir coquets, l'idée leur vint de fabriquer des bijoux à l'aide de ce fer qui se travaillait de mieux en mieux. Regardez, cher ami, regardez comme ce collier me va bien. Très bien, en effet. Mais il serait encore plus beau avec des pierres de couleur enchâssées dans le métal. Vous avez 1000 fois raison. Il faut que j'en parle à mon mari. Et les hommes se mirent à travailler pour que leurs épouses puissent se parer, ce qui ne devait pas tellement changer au cours des millénaires. Ce bracelet, tu pourrais me l'offrir si tu faisais des heures supplémentaires. À côté de ces futilités, il y avait des problèmes bien plus importants à résoudre. C'est embêtant que je ne puisse pas aller à Jarno. Il faudrait qu'on m'envoie par la prochaine caravane du blé, des roues et quelques pièces de tissu. Tu pourrais y envoyer un de nos domestiques. Oui, bien sûr, mais il y a des chances pour qu'il se trompe de marchandises ou qu'il ne se rappelle pas exactement ce que je veux. C'est facile. Il n'y a qu'à le lui écrire. Seulement, voilà, l'écriture n'existait pas. Et si tu lui dessinais sur une feuille de palmier ou une écorce d'arbre des épis de blé, des roues et tout ce dont tu as besoin? C'était tout simplement le début de l'écriture. Et cela se passait il y a environ 5000 ans. D'abord, on se servit des pictogrammes, qui exprimaient les idées par des objets. Puis, on se servit de symboles comme dans les hiéroglyphes de l'Égypte, ou de signes conventionnels comme dans l'écriture cunéiforme de la Mésopotamie, avant d'en venir à la représentation de certains sons. Le jour où l'eau du Nil envahira les terres. Après avoir écrit sur les feuilles des palmiers et l'écorce des arbres, ce fut sur des tablettes d'argile que l'on traça les signes conventionnels, puis sur les écorces de papyrus et dans la pierre des monuments, ce qui permit à l'écriture de nos ancêtres de parvenir jusqu'à nous et de nous aider à les connaître. L'amélioration des conditions matérielles ne fut pas le seul changement apporté à l'homme par la vie en société. Ils se groupaient plus nombreux pour la célébration des rites et des fêtes, et le pauvre chant des nomades d'autrefois, comme leurs danses rituelles, devinrent, par l'augmentation du nombre des participants, de véritables manifestations artistiques, non plus improvisées, mais dirigées par les plus qualifiés d'entre eux. Ce fut 5000 ans avant Jésus-Christ que l'on vit se constituer chez les Sumériens, qui occupaient la Mésopotamie, les premiers orchestres
composés d'instruments divers, et l'apparition des métaux en permettant de donner à ces instruments une sonorité plus forte, permit d'accompagner les cérémonies religieuses par de véritables manifestations artistiques qui faisaient intervenir les orchestres, les chœurs et les danses sur des musiques dont malheureusement nous n'avons gardé aucune trace. C'est qu'avec l'apparition de la vie collective, la pensée religieuse avait pris de plus en plus d'importance et s'était considérablement développée. Au temps des tribus errantes, chacune d'entre elles était arrivée à se doter d'un esprit protecteur ou quelquefois de plusieurs, qui étaient les descendants des forces naturelles ou des animaux que depuis l'apparition de l'intelligence, leurs ancêtres avaient honorés. C'était à eux que dans leur esprit, ils devaient leur victoire. Et lorsqu'une tribu en soumettait une autre, Notre chouette est plus forte que votre sanglier, puisque grâce à elle, nous vous avons vaincu. C'est donc à elle, désormais, que vous demanderez de vous protéger. et de fil en aiguille, les esprits les plus faibles avaient été oubliés pour céder la place aux esprits les plus forts qui, de victoire en victoire, avaient fini par devenir des dieux. À la magie des premiers temps avaient ainsi succédé de véritables religions qui, durant des millénaires, allaient servir de support à l'évolution intellectuelle de l'homme, troublé par le mystère de sa vie et des forces qu'il continuait à ne pas comprendre. Ces dieux et ces religions allaient d'ailleurs jouer un grand rôle dans la constitution des États, car il fallait songer à réunir les tribus éparses en États. Et surtout leur imposer une autorité. Pour l'autorité, c'est facile, c'est moi qui commanderai. Ah non, c'est moi! Ah pardon, c'est moi. Ce sera le chef de la tribu la plus puissante. C'est la nôtre. Non, la nôtre! Bon, à la rigueur, définir quelle était la tribu la plus puissante était relativement facile. Mais encore fallait-il que cette autorité soit reconnue par tous, et qu'au bout de quelque temps, on ne se mette pas à contester l'autorité du chef désigné. C'est facile. Du moment que tout ce qui est religieux est sacré pour les hommes, il n'y a qu'à faire du chef désigné un dieu ou le descendant d'un dieu. Ou bien même affirmer qu'il détient son autorité d'un dieu. Voilà. Il n'y avait qu'à choisir une des trois formules. En Mésopotamie, ce furent des rois qui gouvernèrent. En Égypte, des pharaons. Et toute la pensée humaine de cette époque, tournant autour de l'idée religieuse, leur pouvoir fut sacré pour tous. Oui, mais c'est bien beau tout ça, mais à chaque État, il faut aussi une structure. Plus ils devenaient importants, plus il fallait les organiser, nommer des responsables de l'ordre, Il n'y a qu'à en charger les fonctionnaires. nommer des organisateurs de la défense, Des fonctionnaires. de la justice, Des fonctionnaires. de l'éducation des enfants, Des fonctionnaires. nommer des hommes chargés de gouverner au nom du roi. Des fonctionnaires. Et comment on va les payer, tous ces fonctionnaires? En engageant d'autres fonctionnaires qui seront chargés d'encaisser une taxe payée par les habitants pour entretenir les fonctionnaires. C'était déjà l'apparition du fisc, un principe qui devait faire fortune et aller en prospérant tout au long des millénaires. Avec de l'argent plein leur caisse, les États pouvaient s'organiser, mais encore fallait-il qu'ils ne s'organisent pas n'importe comment. Ce qu'il faudrait, ce sont des lois qui s'appliqueraient à l'ensemble de la population et qui préciseraient ce que chacun a le droit de faire ou de ne pas faire. Voilà. C'est pour répondre à ce grand principe qu'au XVIIIe siècle avant notre ère, Hammurabi, roi de Babylone, fit graver dans la pierre le premier code du monde civilisé. Il est décrété qu'il existe 3 classes d'hommes. L'esclave, le mesquin et l'homme. Si un homme en maudit un autre sans raison, il sera mis à mort. Si un homme a des dettes, il pourra prêter sa femme en remboursement, mais pour 3 ans seulement. La maîtresse des maisons négligentes sera jetée dans le fleuve. Si un homme regarde la femme d'un autre homme, elle devra se jeter dans le fleuve. C'était en prenant conscience du monde qui les entourait que les premiers hommes, impressionnés par ces mystères, avaient fait appel pour l'expliquer à la magie qui devait engendrer les religions. Par un juste retour des choses, lorsque les hommes avaient évolué,
C'était la religion qui les avait conduits à mieux observer le monde, pour essayer de comprendre les dieux et de percer leurs intentions. Les astres d'abord les avaient fascinés. Ils avaient suivi la marche du soleil, puis celle des étoiles. Pour mieux comprendre le mystère de leur mouvement, ils avaient inventé les mathématiques qui leur permettaient de savoir qu'à telle époque précise, la constellation des Gémeaux se trouvait dans le soleil et qu'à telle autre, ce serait autour de la Vierge. Le soleil surtout les intriguait. Vous avez remarqué que l'ombre qu'il projette sur le sol se déplace en cours de journée? Ce serait peut-être le moyen de connaître l'heure. Et les Égyptiens avaient inventé le cadran solaire. Et ça va servir à quoi, ce système? Je vous le demande. À connaître exactement le moment où on se donne rendez-vous. Et à ne pas avoir à attendre. Et d'observation en observation, les hommes avaient découvert le rythme précis des jours et des saisons. Les infusions des plantes, l'utilisation des voiles grâce auxquelles le vent permettait aux embarcations d'avancer sur les eaux du Nil sans avoir à ramer lorsque le vent soufflait dans la bonne direction. Dans les vallées fertiles du Nil et de l'Euphrate, la civilisation allait parvenir à un point jamais atteint. Et pour en témoigner, les hommes de ces régions entreprirent d'élever des monuments gigantesques qui, comme les pyramides, allaient attester à travers les millénaires la puissance de leur roi et leur foi en l'immortalité de l'âme. Par les caravanes et le déplacement des tribus nomades, les civilisations de la Mésopotamie et de l'Égypte avaient rayonné vers les pays voisins comme la Crète et l'Anatolie. Ce sont dans ces régions que, se déplaçant peu à peu, elles allaient atteindre une nouvelle étape, celle de la civilisation grecque, qui devait marquer à jamais les siècles à venir. Lorsqu'au 8e siècle avant Jésus-Christ, les Doriens envahirent la Grèce, il ne restait rien des royaumes que 3 siècles plus tôt, Homère avait chanté dans l'Iliade et l'Odyssée. Les chefs de tribus, de royaumes et de familles avaient fui vers d'autres rivages pour y créer par exemple des villes comme Phossé, qui devait devenir Marseille. Et pour subsister, les cités grecques s'organisèrent d'une façon autonome. Au début, elles eurent des chefs, mais ils n'étaient pas dieux ou descendants des dieux comme les anciens rois d'Égypte ou de Mésopotamie, et des luttes incessantes secouèrent les cités où chacun voulait amener son clan au pouvoir. Et ici, au lieu d'être gouvernée par des chefs qui n'arrêtent pas de se disputer, la cité était dirigée par les citoyens eux-mêmes, qui se réuniraient en assemblée et voteraient les lois. C'était l'apparition de la République, une idée qui devait faire son chemin et avoir l'avantage de provoquer un changement profond dans la pensée humaine. Jusque-là, toute l'activité intellectuelle avait tourné autour de l'idée religieuse qui, en asseyant le pouvoir du roi ou du pharaon, assurait l'autorité de l'État. Du moment que le pouvoir appartenait aux citoyens, on pouvait, sans toutefois négliger les dieux, s'intéresser un peu plus aux hommes et l'art, la pensée, comme les sciences, prirent d'autres significations. Athènes, parce qu'elle était une cité commerçante et par conséquent la plus riche, imposa très vite son rayonnement aux autres cités grecques. Ces vaisseaux qui sillonnaient les mers ramenaient vers elle l'écho des autres civilisations. Et c'est au pied de son acropole, cette colline dédiée aux dieux, que naquirent la culture et l'intelligence du monde. C'est moi, Thespis, qui ai créé la tragédie pour enseigner les grands sentiments aux hommes. Et nous, Échille, Sophocle, Euripide, Aristophane, les grands poètes de l'Antiquité, nous avons fixé les formes de la comédie et de la satire qui auraient dû permettre aux hommes de se corriger. Moi, Socrate, j'ai enseigné qu'il fallait avant tout se connaître soi-même, et j'ai ouvert les portes à une philosophie qui ignorait les dieux pour s'adresser aux hommes. C'est nous, les philosophes, qui avons créé la conscience des hommes. Et moi, Hippocrate, j'ai percé les mystères du corps de l'homme et inventé la médecine. Tandis que moi, Hérodote, considérant que l'homme doit garder le souvenir du passé, j'ai commencé à écrire l'histoire. C'était un immense tournant dans la civilisation, le début même de la véritable civilisation. Et Athènes, malgré un sort contraire qui allait la soumettre à Rome
en 146 avant Jésus-Christ, devait marquer à jamais l'histoire de l'homme. Elle avait fait fleurir les plus grands sculpteurs, les plus grands penseurs, les plus grands architectes, les plus grands poètes, tous si grands que plus de 2000 ans d'histoire n'ont pas réussi à effacer leur nom. Suivant l'exemple des cités grecques, Rome, dès ses origines historiques, s'était érigée en république. En 510 avant Jésus-Christ, elle avait conquis l'Italie, et lorsque la Grèce passa sous son autorité, elle imposait sa loi au monde civilisé. Sont pas fous ces Grecs. Comme tu dis. Et du moment que nous les avons vaincus, le mieux, c'est de prendre aussi leur culture. Et par un caprice de l'histoire, ce fut la culture des vaincus que les vainqueurs firent connaître au peuple qu'ils dominaient. Seulement, nous sommes des guerriers. Alors il faut m'arranger un peu tout ça, hein. Remplacer le chant choral par des trompettes, écouter des tragédies, donner aussi au peuple des combats de gladiateurs. Avec mise à mort. Et ça convient mieux à un peuple de guerriers. Cela n'empêcha pas les Romains d'avoir eux aussi leurs auteurs de comédie, comme Plaute, et leurs poètes, comme Virgile, Horace, Ovide. Seulement, lorsqu'on est des guerriers, on est toujours sur les chemins, et beaucoup plus préoccupé à faire avancer les charrettes qui vont porter les vivres aux quatre coins de l'Empire. Mais qu'est-ce que tu attends? Avance! Allez, allez, mais avance! Ça sera tout de même plus facile si on avait des routes. Et comme les Romains étaient des bâtisseurs, ils en ouvrirent dans tout l'Empire. Après quoi, ils élevèrent dans les villes où ils s'installaient ou dans celles qu'ils créaient des arènes, des thermes, toutes sortes de monuments qui leur rappelaient Rome et leur donnaient l'impression d'être partout chez eux. Ça, ceux qui viendront après nous ne pourront pas dire que nous n'avons rien fait pour la civilisation. C'était on ne peut plus exact. En faisant régner la paix romaine sur les peuples qu'ils avaient soumis, les Romains leur avaient apporté un peu de ce qui avait fait la gloire d'Athènes. Sans compter que tous ces gens, grâce à nous, apprennent à vivre d'une façon un peu plus normale. Et à se laver, puisque nous leur avons construit des thermes. Malheureusement, c'était les barbares qui devaient avoir le dernier mot. Venus de Germanie, ils ébranlèrent l'Empire qui était entré en décadence et s'emparèrent de Rome en 476 après Jésus-Christ. L'Occident retournait pour des siècles à la barbarie. Mais par bonheur, en 395, l'empereur Théodose avait partagé ses immenses territoires en deux empires, l'empire d'Occident et l'empire d'Orient. Si celui d'Occident était submergé, celui d'Orient allait subsister, et c'était de sa capitale, Constantinople, qu'après des siècles d'obscurantisme, allait revenir la civilisation.